Les banques posent un certain nombre de problèmes, surtout depuis le début de ce XXIe siècle. Et ces problèmes ont des conséquences qui sont particulièrement graves. Quels sont ces problèmes? Comment ça se passe? Quelles sont les conséquences? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur la problématique des banques. Pour étudier un petit peu ce qu'il en est des banques, il faut partir de leur bilan. C'est là où l'on a des informations qui sont importantes dans la mesure où nous ne sommes pas dans la banque elle-même, nous ne sommes pas les dirigeants de la banque. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Par contre, l'analyse du bilan permet d'avoir déjà beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans les banques. Alors, le bilan, donc l'actif, comme nous allons étudier un certain nombre de banques américaines et puis d'entreprises américaines, l'actif se traduit en anglais par assets avec un S ici parce qu'une entreprise a toujours des actifs, non pas un actif, mais des actifs, et des actifs qui sont financés par le passif. Donc le passif correspond aux moyens de financement de ces actifs. Et il n'existe pas en anglais de mot comparable au mot passif en français. Les Anglais parlent non pas du passif, mais des liabilities and equity, c'est-à-dire des dettes et des capitaux propres, parce que les actifs sont financés par des capitaux propres et par des dettes, exclusivement. Tout ce qui n'est pas capitaux propres, ce sont des dettes. Et quels sont les actifs pour les banques? Pour l'essentiel, normalement, les actifs, ce sont des prêts, puisque les banques sont des entreprises qui vivent, dont l'activité principale est de prêter de l'argent. Elles prêtent de l'argent, elles prêtent l'argent qu'elles ont, leurs capitaux propres et des dettes. Donc, liabilities pour les dettes, les capitaux propres. Alors, les capitaux propres qui sont publiés par les banques ne sont pas les véritables capitaux propres. Il faut faire un certain nombre de manipulations, de transformations, etc., comptables, tout à fait régulières, et on obtient ce que l'on appelle les capitaux propres tangibles, qui sont les véritables capitaux propres de l'entreprise, donc tangible equity. Qu'est-ce qui se passe? Les banques, donc leur activité principale, comme je l'ai dit, est de prêter l'argent qu'elles ont, très bien, mais l'argent qu'elles n'ont pas, mais qu'elles empruntent. Donc, à ce moment-là, c'est dangereux de prêter de l'argent que l'on n'a pas. Donc, c'est possible à partir du moment où on respecte des règles prudentielles d'endettement. Cette règle prudentielle d'endettement, c'est le multiple d'endettement que l'on appelle en anglais le leverage. Et cette règle est énoncée de cette façon: le total des dettes doit être inférieur à 10 fois le montant des capitaux propres. Donc c'est une règle prudentielle de gestion qui a été dictée en particulier par les gens de la Fed et plus précisément par Alan Greenspan. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé au début des années 2000? Les banques américaines ne respectaient pas cette règle prudentielle d'endettement et comme les banques sont très influentes, les autorités américaines ont eu énormément de difficultés à les obliger à respecter cette règle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont flingué une banque, Lehman Brothers, qui a été mise en faillite le 15 septembre 2008. Pourquoi? Parce qu'elle avait un leverage de 32, c'est-à-dire que ses dettes étaient 32 fois plus importantes que ses capitaux propres. Donc elle avait largement dépassé cette règle de 10. Le total des dettes doit être inférieur à 10 fois le montant de ses capitaux propres. Mais il y a pire que Lehman Brothers, en particulier Citigroup. Et j'ai pu récupérer tous les éléments comptables de Citigroup depuis le début des années 2000. Et qu'est-ce qui se passe pendant un certain nombre d'années, jusqu'au début 2000 jusqu'à 2006 environ? Le leverage fluctuait aux alentours de 20. Donc c'était déjà 2 fois trop important. Oui, mais ça passait quand même un petit peu. Par contre, ça a complètement dégénéré à partir de 2006. Le leverage est monté d'une façon phénoménale
en quelques mois, quelques trimestres, pour atteindre un leverage de 65. C'est-à-dire que Citigroup, l'une des plus grandes banques américaines, avait le total de ses dettes était 65 fois plus important que le montant de ses capitaux propres. Et dans ce cas-là, la confiance disparaît dans les entreprises, dans les banques, et c'est catastrophique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les autorités américaines ont flingué une banque en disant « Attention, nous avons encore des munitions, on va pouvoir les utiliser sur d'autres. Alors faites descendre ce leverage dans une zone acceptable. » Et qu'est-ce qui s'est passé? En une année seulement, 4 trimestres, le leverage de Citigroup est retombé aux alentours de 15. C'est déjà un petit peu trop, mais c'est quand même nettement mieux que 65. Et puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, le leverage est tombé, il est tombé en dessous de 10, ce qui est parfait. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Rien. Sur ce plan-là, rien, c'est-à-dire que là, j'ai pris cet exemple de la Société Générale. La Société Générale a un leverage aux alentours de 40 et personne n'oblige les dirigeants de la Société Générale à faire tomber leur leverage à 10, en dessous de 10. Donc ils continuent. Donc là, il y a une interruption dans les séries statistiques parce que pour des raisons comptables, il était difficile de le faire autrement. Alors qu'en est-il ici de ce leverage représenté dans ce graphique? On voit que les banques américaines ici respectent cette règle prudentielle d'endettement, sauf Banque America, parce qu'ils ont fait des choses abominables, encore pires que les autres, au début des années 2000. Ils ne se sont pas toujours sortis de cette situation. Par contre, les banques françaises et puis Deutsche Bank ont des leverages aux alentours de 40, comme je viens de l'indiquer, donc nettement au-dessus des limites du multiple d'endettement, le leverage en question. Pourquoi donc cette situation? Parce que les banques américaines ont beaucoup de capitaux propres par rapport à leurs dettes. Donc les capitaux propres sont de l'ordre de 200 milliards de dollars, 266 milliards au troisième trimestre 2019 pour JP Morgan par exemple, alors que les banques françaises ont très peu de capitaux propres. Elles n'ont même pas une cinquantaine de milliards d'euros de capitaux propres, sauf le Crédit Agricole qui est un petit peu mieux capitalisé. Et pourtant, donc, les banques françaises ont des actifs à peu près au même niveau que les banques américaines. Et là, les chiffres sont indiqués en dollars et ici en euros. Donc, en fait, les Américains se plaignent de leurs grandes banques trop grandes pour faire faillite, mais les banques françaises sont encore plus grandes que les banques américaines. Et elles sont dans une situation beaucoup plus dramatique, beaucoup plus critique, et elles sont au bord du gouffre, comme on dit. Et la France est un tout petit pays par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer lorsque ces banques françaises vont être effectivement tout à fait au bord du gouffre, et même dans le gouffre? C'est catastrophique. Alors, c'est ce que je viens d'expliquer ici est bien connu de la part de tous les investisseurs. Que font-ils? Ils investissent dans des actions de banques américaines. Donc 400 milliards, plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière pour JP Morgan, par exemple, 200 milliards en gros pour les autres, alors que les capitalisations boursières des banques françaises sont très 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 faibles, en dessous de 50 milliards. Seul Paribas est un petit peu mieux capitalisé, enfin une capitalisation boursière plus importante. Quelles peuvent être les conséquences maintenant d'un leverage supérieur à 10? D'abord, les banques sont au bord de la faillite, comme on dit. Et comme ce sont de grandes banques, elles présentent ce qu'on appelle un risque systémique. C'est-à-dire que le système entier, le système économique entier, français par exemple, peut s'effondrer.
Le système financier, le système bancaire, monétaire, c'est catastrophique, c'est une situation catastrophique qui s'est déjà produite dans le passé en Europe, en particulier en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, et puis c'est une situation de ce type qui s'est produite également pour d'autres raisons en Argentine, en Grèce, à Chypre également. Donc ces pays ont été complètement ravagés à cause de leur bankster en question. Deuxième conséquence, une création monétaire indue. Donc ça, c'est très 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 important, mais bon, je ne peux pas le développer ici maintenant. Quelles sont les conséquences d'une création monétaire indue? C'est d'abord une croissance bloquée. Le pays, la croissance ne peut plus se développer, elle est atone, elle est aux alentours de 0, 1%, c'est rien du tout par rapport à ce que c'était jadis lorsqu'il n'y avait pas toutes ces perturbations, tous ces problèmes monétaires. Et il y a également un risque de déflation durable, c'est-à-dire que les entreprises qui sont établies dans ces pays qui sont victimes de création monétaire ne sont plus compétitives. Donc c'est un petit peu plus compliqué de montrer cela, et c'est ce qui se passe en Europe depuis que ces banques ne respectent plus les règles prudentielles, plus également ces problèmes de zone euro. Il se produit une déflation, bien qu'il y ait des secteurs qui soient en inflation. Donc c'est ce qui s'est passé au Japon depuis des décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, les entreprises japonaises ont concurrencé les entreprises américaines, comme Toyota par exemple, et les ont fragilisé, donc le système de production américain a été fragilisé, mais toutes ces entreprises japonaises sont freinées par cette création monétaire qui dure depuis des décennies. Pour la zone euro, c'est vient de se produire récemment, depuis que la zone euro s'est développée, depuis 2004 en particulier, la situation se dégrade et la Chine sera victime ultérieurement. Donc j'ai fait le tour très rapidement de ces problèmes relatifs aux banques, de la problématique monétaire. Sinon, pour plus de renseignements, je traite ces problèmes-là sur mon site, dans un certain nombre d'articles, beaucoup d'articles, depuis un certain nombre d'années. Donc je vous invite à y aller pour étudier, pour voir les articles que j'ai publiés à ce sujet. Voilà, je vous remercie.